Dans le Donbass, les troupes russes concentrent leur offensive sur la dernière poche de résistance à Lugansk et les Ukrainiens semblent de plus en plus en difficulté. Les prochaines semaines de guerre seront difficiles, c'est ce qu'a dit le président ukrainien. Écoutez. La situation la plus difficile se trouve dans le Donbass. Bakhmut, Popasna, Sévérodonetsk, les occupants sont les plus actifs dans ces directions. Ils ont créé un massacre et cherchent à éliminer tout ce qui est vivant. Les prochaines semaines de guerre seront difficiles et nous devons en être conscients. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre. On va retrouver l'une de nos équipes sur le terrain, Florian Litzer et Jérôme Marcantetti. Ils sont aux côtés justement de ces citoyens, de ces civils qui aujourd'hui sont au plus près des combats. Regardez-les. Nous sommes à Solidar, un village situé pile dans l'axe de progression des Russes. 3 jours qu'il est bombardé, vous voyez, les habitants sont en train d'évacuer, de prendre les dernières affaires pour charger les voitures et pouvoir quitter cet endroit très exposé, soumis au bombardement. Je vous le disais, depuis 3 jours, on en entend de très nombreux tout autour de nous. Les Russes sont en train de progresser dans la région, donc les derniers habitants qui restaient là sont en train de quitter les lieux en vitesse. 3 jours que cette famille vivait dans son abri parce que les bombardements, je vous le redis, sont ici très intenses. Il y a une bataille en cours à peu près 2 kilomètres de là où on se trouve. On entend ces explosions tout autour de nous. Pour l'instant, pas dans le village. Il y a une petite accalmie. C'est pour ça que ces habitants en profitent pour partir. Et nous accueillons sur ce plateau le général François Chauvency, Daniel Georget également, journaliste à Paris Match, auteur du Dictionnaire amoureux de l'Ukraine, et Gérard Chaliand, auteur d'un livre également, Le savoir de la peau, Mémoire. Alors on parle évidemment depuis ce matin, depuis le début de LCI Midi, du Donbass qui est sous le feu de l'armée russe. On a peut-être dit un peu vite, les spécialistes, également les journalistes, que l'armée russe était dépassée sur le terrain et que la victoire était à portée de main pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, on voit que les Ukrainiens admettent être en difficulté générale. Oui, tout à fait, mais je crois qu'on est un peu dans une société très médiatisée de notre côté, et puis on ne se rend pas compte que le temps militaire, le temps des opérations n'est pas le temps des médias et vice-versa. C'est-à-dire qu'effectivement, on commente l'information au fur et à mesure qu'elle nous arrive tous les jours, ce qui est normal, hein, mais il faut voir la guerre dans sa globalité. Et il est tout à fait normal dans un conflit qu'à un moment donné, il y a une contre-attaque, une attaque simple, qu'il y ait des va-et-vient sur le terrain, dont d'ailleurs on n'a pas tout de suite les explications et les objectifs recherchés. Donc à la limite, il faut, je pense que dans ce conflit sur lequel on est très peu informé quand on regarde bien. On a une information qu'on veut bien nous donner, mais on n'a pas l'information, à part grâce à vos reporters sur place, qui nous donnent une facette. Il n'y a que par eux, on a une certaine vérité de l'information, mais nous, on a des informations qui peuvent nous conduire à l'erreur. Et on a un jeu de propagande de guerre, que ce soit d'un côté comme de l'autre, qui nous conduit à faire de mauvaises interprétations, y compris sur le terrain, surtout si on veut croire qu'un des belligérants doit perdre. Gérard Chaliand, je vous voyais acquiescer. En 2 mots, au démarrage, on a pensé que les Russes, c'était véritablement l'assaut irrésistible. Comme ils ont piétiné, on a dit, ils sont nuls. On est descendu, si vous voulez, d'une appréciation à une autre. En fait, il ne faut pas sous-estimer. L'armée russe, c'est quelque chose qui existe. Ils ont un second souffle à l'heure actuelle et ils s'accrochent à un terrain sur lequel il y a une possibilité, effectivement, d'avoir un arrière solide. Donc, il faut les prendre au sérieux. Est-ce que ce n'est pas tout simplement, Daniel Georget, une guerre? Et dans la guerre, il y a des jours où il y a des victoires, des jours où il y a des défaites, des jours où les troupes se déplacent et des jours où il faut savoir se dire on ne sait rien. Et puis c'est une région qui réactive toutes les tragédies ukrainiennes du XXe siècle, puisque c'est une région qui est marquée par le stalinisme, où on a essayé de convertir les paysans ukrainiens au communisme. Donc ce sont des populations ont été remplacées par d'autres. Les populations ukrainiennes, les paysans ukrainiens sont morts dans Holodomor. Ils ont été énormément remplacés par des populations russes ou tatares ou des populations de tous les pays qui voulaient aller travailler dans les mines. Ça a été une région industrielle extrêmement importante à l'époque du stalinisme. À partir des mines, on a fait de la sidérurgie,
On a fait d'ailleurs, je crois savoir, vous le savez mieux que moi, que les missiles nucléaires que l'Ukraine a accepté de rendre après le mémorandum de Budapest étaient entreposés dans cette région. Et voilà. Et ensuite, Allemands et Russes se sont battus dans cette région. Et donc, c'est une région tragique où l'Occident et l'Est se sont affrontés depuis longtemps et où l'Ukraine a peut-être essayé de rester ukrainienne. C'est vraiment l'endroit où les deux civilisations se rencontrent. Et puis il y a cette stratégie des Russes d'encercler des villes, stratégie qui, semble-t-il, commence à porter ses fruits. Parmi ces villes qui sont prises sous le feu de l'armée russe, la plus stratégique d'entre elles, c'est Severodonetsk, qui craint d'être le nouveau Mariupol. Les Russes tentent de couper les principales routes d'approvisionnement pour prendre les soldats ukrainiens au piège, les priver de tout ravitaillement et de tout renfort éventuellement. Le maire de la ville, Severodonetsk, était avec nous tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. Bonjour. La situation est très tendue. La ville est suit des tirs incessants. Les Russes détruisent les quartiers d'habitation jusqu'aux fondations des habitations. Nous avons des victimes civiles tous les jours. Aujourd'hui, suite au bombardement d'une usine chimique, il y a eu 4 morts et plus de dizaines de blessés. Et dans le centre-ville, il y a aussi eu un mort. Est-ce que vous craignez que Severodonetsk soit le prochain Mariupol, je cite votre président Volodymyr Zelensky, les prochaines semaines de guerre seront très difficiles, a-t-il dit. Comment est-ce que vous vous y préparez ? Nous avons fait déjà tout ce que nous avons pu et maintenant la situation est uniquement entre les mains de nos militaires et nous espérons qu'ils vont tenir. Maintenant, c'est que le professionnalisme de nos défenseurs qui fera la différence. Les combats aujourd'hui qui opposent l'armée ukrainienne et l'armée russe, vous nous l'avez dit, font rage. On pense à la population. Est-ce qu'il y a encore la possibilité pour les habitants de votre ville de fuir les zones de combat ? Aujourd'hui, c'est très compliqué, mais nous essayons d'évacuer les gens, de les aider là où c'est possible, mais nous pouvons venir en aide à un nombre très restreint de personnes. Il est quasiment impossible d'évacuer les gens. Et côté militaire, Alexander Striuk, nos stratèges militaires ici en plateau nous disent que les Russes attaquent les ponts, détruisent les ponts pour encercler l'armée ukrainienne et l'empêcher de se ravitailler en matériel, en hommes aussi. Est-ce que c'est, selon vous, la stratégie qui est appliquée aujourd'hui ? Oui, cela ressemble à ça. Vu que le fait de détruire les ponts, ça laissera la ville sans aucune ressource et aucune possibilité de se défendre. Donc je pense que oui, leur but est de faire tomber la ville, mais pour le moment, nous tenons bon. Et nous avons toujours des connexions avec le reste du territoire contrôlé par l'Ukraine. Monsieur le maire, est-ce que vous avez le sentiment, au vu des combats, des armes utilisées par les troupes de Moscou contre votre ville, contre les forces ukrainiennes autour de votre ville, que les Russes ont l'intention, si la ville ne capitule pas, de la détruire comme d'autres depuis le début de ce conflit ? Malheureusement, j'ai ce sentiment, puisqu'il y a des infrastructures qui sont visées, il y a des habitations qui sont visées tous les jours. Il y a des tirs qui sont effectués partout dans la ville, peu importe s'il s'agit des habitations ou des administrations.
Dernière question, Alexander Striuk, on parlait des civils à l'instant. Est-ce que vous savez combien des habitants de la ville sont encore sur place? D'après nos calculs, il y a encore entre 12 et 13 000 personnes qui sont toujours présentes dans la ville. Daniel Georges, je voyais réagir pendant cette interview. On va au-devant d'une nouvelle catastrophe humanitaire, comme à Mariupol. Mais justement, ce week-end pour Paris Match, j'étais en lien avec un photographe suisse qui est en ce moment à Severodonetsk, qui est avec des réseaux de volontaires. Je voudrais juste rappeler que tout ce qui est distribution de nourriture, distribution de rares médicaments, évacuation des dernières populations, c'est-à-dire les gens les plus pauvres, les plus vieux, les plus malades, ceux qui ne sont pas encore partis, repose sur des réseaux de volontaires qui sont complètement structurés par ce monsieur que vous venez de voir à l'écran, qui est le maire de Severodonetsk, qui s'est éloigné de la ville, mais qui reste pour ne pas être piégé. Et tout ça, donc, les derniers humanitaires qui sont là-bas sont des Ukrainiens volontaires. Et d'ailleurs, si des gens veulent donner, il y a une association qui s'appelle Vostok. Vostok, ça veut dire Est en ukrainien. Vostok SOS, qui va aux seuls humanitaires qui sont sur place dans le Donbass. Alors on l'a dit, les Russes tentent actuellement de couper les principales routes d'approvisionnement pour l'armée ukrainienne. Antoine Bourdrayas nous a rejoint. Carte à l'appui, expliquez-nous et montrez-nous ces points stratégiques qui sont ciblés par les Russes. Ouais, je vous montre la carte avec les dernières frappes, ces dernières 24 heures, toujours dans cet objectif russe d'encercler Severodonetsk, parce que, rappelons-le, si jamais les Russes parviennent à avoir Severodonetsk, ils vont boucler la quasi-totalité de l'oblast de Louhansk, qui est leur objectif principal aujourd'hui. Vous voyez, il y a toujours dans cet objectif la volonté de pilonner avec beaucoup d'assauts terrestres également. Ça, c'est tous les points qui ont été frappés ou attaqués par des soldats au sol depuis 24 heures, avec beaucoup de frappes juste au nord de Severodonetsk. On voit bien cette volonté de prendre en tenaille, toujours, depuis le sud-ouest et depuis le nord-ouest, le sud-est et le nord-ouest de Severodonetsk. On vous parle beaucoup de cette ville de Lysychansk également, qui est vraiment un enjeu stratégique, on l'imagine, dans les prochains jours pour l'armée russe, car c'est vraiment la dernière ville jumelle juste en dessous de Severodonetsk. D'ailleurs, on vous montrait cette image déjà depuis ce matin de ce pont, l'un des ponts qui relie Lysychansk à Severodonetsk, le pont de Pavlograd, qui aurait été détruit, enfin qui a été détruit, c'est sûr, on l'imagine bien sûr, par l'armée russe depuis environ 4 jours. Le but, évidemment, c'est de couper les Ukrainiens de toutes leurs bases arrières et de tous les liens de communication dans cette région. Je vais vous remontrer cette carte qui est assez importante, parce que voici, là c'est le pont que je viens de vous montrer qui a été détruit depuis plusieurs jours. On sait qu'il y a un pont au nord, mais vous le voyez avec cette zone jaune, juste la zone du pont est visiblement sur le point d'être contrôlée par l'armée russe. Et puis il y a également ce pont un peu plus au sud, donc on voit bien que plus les Russes avancent et plus les habitants et les soldats surtout qui tiennent Severodonetsk vont être coupés de liens de communication avec leur base arrière. Cet encerclement, c'est vraiment un changement de stratégie pour les Russes, avec un encerclement restreint, beaucoup plus lent, avec des avancées beaucoup plus lentes, mais c'est une stratégie probablement plus sûre, en tout cas d'après certains analystes. En tout cas, pour mettre toutes les chances de leur côté pour atteindre cet objectif, les Russes seraient en train de déployer une très grande partie de leurs hommes sur la zone. D'après le gouverneur de Louhansk, qui a fait la précision hier, il y aurait aujourd'hui du côté russe, dans cette oblast de Louhansk, des unités retirées de la région de Kharkiv, des assaillants également du siège de Mariupol, des forces tchétchènes et bien sûr des milices des républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk. Merci beaucoup Antoine Bourdrayas. Chalian, il y a cette offensive de la part des troupes russes sur le terrain. Je peux dire qu'elle est quasi la même. On l'a vu, encercler les troupes, mais aujourd'hui il y a quand même une efficacité. Et de la part des Ukrainiens, il y a le fait de peut-être, on en parlera dans quelques instants, de manquer de cette force de frappe et notamment de cette artillerie pour pouvoir essayer ou de se défendre ou de conquérir à nouveau des territoires. En ce qui concerne l'artillerie, elle arrive. Il y a des armes tout à fait sophistiquées qui viennent d'être livrées aux Ukrainiens et elles vont être mises en service. En ce qui concerne les Russes,
tout ça, ça se passe sur un tout petit territoire. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est 50 km. Hein. On a l'impression sur ces cartes qu'on est dans quelque chose de vaste. Mais on se bat sur 50 km. Les avancées sont lentes. Ils préfèrent asphyxier une ville plutôt que de s'efforcer de la prendre. Ça coûte moins d'hommes et c'est plus payant. Et d'une façon générale, je veux dire que cette avancée des Russes va continuer jusqu'à ce que les Ukrainiens arrivent à avoir suffisamment de moyens, qui arrivent d'ailleurs, pour pouvoir les bousculer s'ils y arrivent. À mon avis, les Russes sont aujourd'hui dans une position relativement solide. Ils ont été renforcés, ils vont s'accrocher au terrain. Et là, on va voir qui, sur la durée, et c'est une durée relativement limitée, ce n'est pas l'année prochaine, c'est dans les semaines qui viennent que va se jouer en quelque sorte les batailles décisives. Ils vont s'accrocher, peut-être même, Général Chovancy, s'acharner sur certaines villes. Sévérodonetsk, qu'on avait par exemple le maire tout à l'heure, c'est une des dernières grandes villes qui est aux mains des Ukrainiens. C'est pour ça que c'est très stratégique aussi pour les Russes. Oui, mais je crois que ça fait partie plutôt de la sécurisation d'un territoire qui serait à l'est du fleuve Donetsk, qui semble bien être une frontière naturelle qui se dessine et pourrait servir dans des négociations futures sur l'occupation ou non, je dirais l'annexion ou non de ces territoires. Donc on a effectivement une focalisation sur une ville, mais je voudrais un peu revenir sur ces combats parce qu'en fait, ce qu'on oublie beaucoup en Occident, c'est que les combats futurs, et on le voit même aujourd'hui, ce sont des combats dans les localités. 70% de l'humanité vit dans les villes, mais des villes qui sont énormes, étendues, ou très difficiles à contrôler. Donc ce qui explique pourquoi aussi, sans justifier, ces bombardements incessants de l'armée russe sur la ville pour casser tout ce qui pourrait d'une part l'empêcher d'avancer, hein, même si les destructions contribuent aussi à éventuellement ralentir cette avancée techniquement parlant, mais c'est aussi terroriser les populations dont on ne parle plus, et puis aussi affaiblir les forces ukrainiennes qui sont en place. En gros, on a l'équivalent d'une brigade qui serait dans cette ville-là. Et je dirais que s'il y avait un objectif non plus tactique, mais stratégique, ce serait de faire capituler la ville, je dirais, à l'ancienne, et que, effectivement, cette brigade ukrainienne se rende, à conséquence qu'on leur reçoive les ordres, ou qu'elle n'ait plus le moyen de se battre. Avec un siège, quoi. Voilà, tout à fait. Nous sommes dans la guerre de siège qu'on redécouvre aujourd'hui parce que tout se passe dans les villes aujourd'hui. Gérard Chaliand, il y a un instant, nous en parlait de ces nouvelles armes. Eh bien, regardez ces images. Elles nous apportent peut-être la réponse à une question que nous nous posions depuis plusieurs jours. Où sont les fameux canons César promis par la France? Eh bien, dans une vidéo fournie par les forces ukrainiennes, ils sont en action, ces canons, sur le terrain. Alors, impossible, bien évidemment, de savoir où, mais Benjamin Cruard va nous expliquer que ces armes sont importantes, notamment dans ces combats qui se déroulent face aux troupes russes. Donc c'est le fameux canon César qu'on nous annonce depuis plusieurs semaines. Le voici donc en action, on le voit dans un champ en Ukraine. Alors la région exacte, c'est difficile à dire. Par contre, les sources parlent de la 55e brigade d'artillerie qui l'utilise en Ukraine. C'est une brigade qui sévit notamment dans le Donbass. Donc ça nous donne une indication. Des canons César ont donc réussi à arriver en Ukraine et donc plutôt dans l'est de l'Ukraine. Pour vous prouver que c'est bien un canon César, on peut faire le comparatif. Ça, c'est nos images d'archives, ça, c'est l'image de la vidéo. On voit très bien que c'est un canon installé sur un camion, ça, c'est une signature. C'est exactement la même forme. Et puis, si vous voulez une autre preuve, ici, la qualité n'est pas très bonne, mais on voit qu'il y a un drapeau français, clairement, sur l'engin. Et puis, si vous voulez la preuve que c'est une vidéo récente qui ne date pas d'il y a quelques années, vous regardez au début de la vidéo sur l'inscription sur le canon, il est écrit pour Mariupol. Donc c'est vraiment une vidéo récente. Donc ça, ce serait une excellente nouvelle, en tout cas pour les Ukrainiens, parce qu'on parle de l'un des canons de 155 mm les plus perfectionnés du monde, notamment pour aller toucher les lignes profondes des Russes. Alors on va regarder ces caractéristiques, vous allez voir, c'est l'un des plus sophistiqués, c'est un fleuron français, c'est ce qu'on a écrit. Vous avez une portée de 40 km, une grande précision avec, vous rentrez les coordonnées de la cible et à 40 km, vous atteignez quasiment à tous les coups la cible, et une grande mobilité, parce que sa caractéristique, et là ça c'est sa force, c'est que c'est installé sur un camion, c'est pas tracté, donc en fait vous pouvez très vite partir une fois que vous avez tiré et vous n'êtes pas une cible. La question qui va se poser maintenant, il y en a même deux, est-ce qu'il y aura assez de munitions justement pour ces canons, et est-ce que les Ukrainiens sont suffisamment formés? C'est quelque chose d'assez sophistiqué.
Général Chauvency, vous disiez que l'explication était très bien faite. Donc félicitations à Benjamin Cruard, entre parenthèses. Il a été remarquable pour présenter un magnifique canon. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Quand est-ce qu'ils arriveraient, ces canons français? Ils sont sur le terrain. Parce que vous pouvez remarquer quand même sur les images, c'est la cadence de tir. En gros, c'est plus de 6 coups minutes. Ce qui veut dire que quand vous avez les 6 pièces d'une batterie qui commence à tirer à un point bien déterminé, vous avez 36 obus qui tombent à l'endroit ciblé. Ensuite, c'est vrai, ce qui a été très bien dit, et on a vu les images tout à l'heure de ce mortier russe qui s'est fait détruire. Oui. Un artilleur ne reste jamais en place très longtemps, car il sait qu'il va être repéré et donc il va subir un tir de contre-batterie. Là, par ce moyen technique, ces camions qui peuvent se déplacer rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à démonter, au bout de 5 à 10 minutes, alors je dis temps indicatif, je suis pas artilleur, on démonte tout et on va beaucoup plus loin, donc on évite le tir de contre-batterie et donc on peut maintenir le feu sur l'ennemi à partir d'endroits différents. Gérard Chaliand, quand vous nous parliez tout à l'heure de ces nouvelles armes qui arrivent sur le terrain et notamment dans le Donbass pour pouvoir aider les Ukrainiens, vous nous parliez entre autres de ces pièces françaises, mais il y a d'autres choses? Oui, il y a aussi des pièces américaines qui ont une capacité de tir encore plus importante. Les 3x7, 777, une arme extrêmement redoutable. Bon, c'est déjà sur place. Maintenant, il s'agit de les amener sur le front. Voilà. Juste un petit commentaire, parce qu'on ne sait pas la munition que ce canon tire. Ce canon peut tirer des munitions justement américaines dites Excalibur, qui sont des munitions à guidage terminal par GPS. C'est-à-dire qu'un obus touche sa cible. Et ce canon César est capable de tirer ces obus américains. Et on ne sait pas si les Américains n'ont pas livré ce type d'obus, qui sont assez chers, qui existent depuis 2007, c'est vrai, mais capables finalement de détruire des cibles extrêmement efficacement. Voilà. On essaiera d'avoir l'information. Alors, il n'y a pas que la France, évidemment, qui livre des armes aux Ukrainiens. Plusieurs pays se sont engagés hier à augmenter leur envoi de matériel, et notamment des équipements de haute technologie, annonce faite par le ministre de la Défense américain. Nous avons également entendu ce matin des annonces bienvenues concernant une aide à la sécurité encore plus importante pour l'Ukraine. 20 pays ont annoncé de nouveaux programmes d'aide à la sécurité. De nombreux pays vont donner des munitions d'artillerie, des systèmes de défense côtière, des chars et des blindés.